Récemment, un tweet sur le script de Little Women m'a fait réaliser que la subtilité de certaines réalisatrices, ne cherchant pas une réalisation tape à l'œil ou cherche Oscar, n'est pas reconnue à leur juste valeur. Le script de Greta Gerwig, que je conseille à toutes et tous de lire pour avoir un exemple de script impressionnant, est l'un des meilleurs qu'il m'ait été donné de lire, et je suis d'autant plus perturbée de ces considérations alors. De manière générale, si on analyse les films ayant gagné l'Oscar du meilleur film, on voit vite se former des motifs. Les nommés peuvent parfois offrir une certaine ampleur dans leur variété, mais du fait du mode de vote et d'autres facteurs, il est rare de voir un gagnant sortant du carcan de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans cette mesure, on voit souvent gagner des drames historiques, ou du moins des histoires se passant dans un autre temps. Suivant la logique d'invisibilisation des femmes dans l'histoire, les parcours racontés sont souvent aussi ceux de grands hommes, bien plus rarement de grandes femmes. Les histoires racontées par des réalisatrices sont au contraire bien plus souvent modernes, y a qu'à voir les nommés de cette année pendant la saison des cérémonies. La seule ayant hissé son film dans les nommés au meilleur film aux Oscars est le Little Women de Greta Gerwig, film se passant au XVIIIe siècle. On attend donc souvent d'un film qu'il se passe dans le passé pour qu'il gagne le fameux Oscar. La question n'est absolument pas ici de dévaloriser ce cinéma, de dire qu'on devrait annihiler le cinéma produit par des hommes ou quoi que ce soit. La question est simplement de se demander pourquoi on voit si peu de femmes derrière la caméra et si peu d'histoires féminines, alors que cela permettrait une variété de narrations et de propositions artistiques infiniment plus diverses. Et oui, j'ai conscience que ces dernières années, on n'a jamais vu autant de femmes réalisatrices, mais encore une fois, combien en voit-on qui sont honorés pendant les cérémonies, ou même juste nommés? La question du budget est complexe. Dans une vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos, j'ai pu voir qu'il est évident d'abord qu'un film n'est pas bon parce qu'il a un gros budget et n'est pas mauvais parce qu'il a un petit budget. Pourtant, ce qu'on admire dans 1917, c'est avant tout la technique du faux plan séquence qui nous fait rentrer profondément dans la bataille, qui nous en met plein les yeux. The Irishman nous impressionne par ses effets spéciaux de rajeunissement des acteurs principaux, et tout ce qui nous reste en tête de Once Upon a Time in Hollywood sont les efforts mis dans la reconstruction du Los Angeles des années 70. On sait aussi que les grands acteurs, les grandes actrices coûtent beaucoup d'argent. Pourtant, on ne sait pas à quoi auraient ressemblé ces films sans leur énorme budget. On ne peut pas les imaginer forcément mauvais, ça serait de mauvaise foi. Par contre, on peut se demander quelle amplitude de création artistique des films réalisés par des femmes auraient pu avoir avec un petit peu plus de budget. Toutes ces considérations sur le budget m'ont fait me demander de manière générale pourquoi on met du budget, ou pas, dans un film. Si on n'y retrouve pas de gros acteurs ou de grosses actrices, que le réalisateur ou la réalisatrice n'a pas déjà eu des récompenses, sur quoi un producteur ou une productrice peut baser sa décision de financer un film? Les enjeux. La fin du monde et la mort le plus souvent. En somme, des enjeux mondiaux ou même universaux parfois. Coucou, c'est moi au montage. Est-ce que je viens de dire universaux pour dire universel au pluriel? Oui, totalement, je m'excuse. Apparemment, je n'ai plus de cerveau. Merci. Qui font que le spectateur va être tenu en haleine. Ce genre de raisonnement discrédite alors toute histoire se reportant à une échelle moindre. On se fait d'ailleurs souvent la réflexion que tel ou tel film n'a aucune chance de gagner aux Oscars car le film n'est pas assez conséquent, pas assez spectaculaire. La seule femme ayant gagné l'Oscar de la meilleure réalisatrice, Kathryn Bigelow, l'a gagné pour le film The Hurt Locker, Les Démineurs. Un thriller sur des démineurs avec un scénario considéré comme, avec de gros guillemets, masculin, une réalisation de qualité mais très ressemblante aux gagnants habituels. Le film ne passe même pas le test de Bechdel d'ailleurs. Au départ, je voulais surtout vous parler de Greta Gerwig et des raisons qui font d'elle une de mes réalisatrices préférées, même si elle n'a réalisé pour l'instant que 2 films. En voyant Lady Bird, je me suis sentie toute légère, comme si quelqu'un avait fait un film précisément sur ma vie, alors que je n'ai grandi ni à Sacramento, ni dans les mêmes conditions que le personnage de Lady Bird. En sortant de Little Women, je souriais, j'étais énervée, j'avais envie d'écrire, j'étais heureuse, j'avais envie de faire un film et surtout, j'avais envie de me battre pour mes droits de femme américaine du 19e siècle. Sauf qu'à l'évidence, je ne suis ni américaine, ni contemporaine de cette époque-là. Les films de Greta Gerwig ont un pouvoir magique d'identification, si fort que n'importe quelle personne ayant vécu la transition de l'âge adolescent à l'âge adulte s'identifiera à Lady Bird, et n'importe quelle personne ayant vécu une injustice ou voulant tout risquer pour ce qu'elle aime, pour ce qui la passionne, s'identifiera à une des sœurs March. Au-delà de cette notion d'identification, je voulais entrer dans les détails en me focalisant sur Little Women et sur ce qui fait de ce film mon préféré de 2019 et un de mes préférés tout court. Greta Gerwig a dit qu'elle voulait que son film donne la sensation de satisfaction que peut procurer un baiser, mais qu'à la place que ça soit Girl Gets Boy, ça soit Girl Gets Book. Et je pense que personne n'a aussi bien résumé son film que Greta Gerwig elle-même, étant donné que c'est précisément cette satisfaction que j'ai ressentie en sortant du film. Une douce chaleur, comme si j'avais moi-même écrit un roman merveilleux et que je savais qu'il allait avoir du succès. Si on s'intéresse au scénario, qui est la partie d'un film que j'aime le plus disséquer, et qui ici en plus est la plus intéressante, on voit en premier lieu un code couleur attribué à chaque timeline qui existe en parallèle l'une de l'autre. On voit aussi des slashs dans les scènes où les dialogues s'entrecoupent, une manière pour Greta Gerwig de pouvoir contrôler la cacophonie, donner de l'ordre au chaos qui règne dans les scènes de dialogue dans La famille marche.
Ce qui est fou, c'est qu'en regardant le film, on a l'impression que c'est super naturel et que les personnes qui discutent le font sans suivre un véritable script. Il est d'autant plus intéressant de se dire qu'elle a gardé les dialogues originaux du livre, qui datent donc du 19e siècle, mais pourtant qu'on a l'impression d'écouter des discussions qui pourraient tout aussi bien avoir lieu aujourd'hui qu'à n'importe quelle période. Le film s'inscrit dans une intemporalité, bien qu'on soit évidemment dans le 19e siècle et que ça se voit par les décors, les costumes, le jeu des actrices et des acteurs. On a une mise en abîme assez évidente entre la vie de Joe March et la vie de Louisa May Alcott, qui parfois se superposent et nous laisse entendre que les frontières entre l'une et l'autre ne sont pas si hermétiques que ça. On le voit bien dans la scène finale, où l'autrice du roman est Joe March et non pas Alcott. De la même manière, Greta Gerwig s'insère aussi un peu dans le film, et on sait reconnaître certains éléments qu'elle aurait pu ajouter d'expérience personnelle. Somme toute, le scénario permet de passer d'une adaptation d'un roman classique qui a déjà été adapté 3 autres fois au cinéma, à une nouvelle version qui, bien que récupère les scènes qu'on a l'habitude de voir et qui sont classiques pour un film qui représente les 4 filles du Dr March, c'est Little Women, nous donne l'impression de revoir quelque chose de totalement nouveau, de redécouvrir un nouveau film, une nouvelle histoire, une nouvelle narration. Le montage est si maîtrisé qu'on n'a pas besoin d'avoir en permanence un rappel au bas de l'écran qui nous indique où on se trouve et à quelle période. Les images sont à l'évidence plus douces et chaudes quand on est dans le domicile familial, pendant l'enfance, et passent vers un bleuté plus froid et plus adulte quand on est dans la vie new-yorkaise de Joe. La structure va vers l'avant, on ne se retourne pas en arrière. Les deux timelines avancent chacune dans leur futur à elles. Les personnages évoluent, mais on ne revient pas en arrière. On n'a pas un passage de la timeline du présent à la timeline du passé, juste 2 évolutions narratives en parallèle l'une de l'autre. Le montage rend tout ça cohérent et nous donne vraiment cette impression que même quand les choses vont mal, on va quand même vers un ailleurs meilleur. Je pense notamment à la scène de la mort de Beth, qui par un procédé de montage fait qu'on sait que ça va arriver. Puis dans tous les cas, tout le monde le sait, c'est dans le roman. Ça a été fait 3 fois dans des films avant. Mais on espère quand même que Joe va réussir à la sauver par la superposition de certains dialogues, la superposition de certaines images. On a quand même l'impression qu'elle va peut-être y arriver, qu'elle va peut-être réussir à sauver sa sœur une 2e fois. Et je pense que c'est ça qui fait toute la force du film, qu'on est juste secoué profondément et qu'on a l'impression que tout va aller et finalement tout ne va pas. L'écriture des personnages est l'atout clé du film. C'est la première adaptation de ce roman où Joe March n'est pas la seule sœur mise en valeur. Chacune est écrite avec un background qui en fait une personne à part entière, une femme d'exception. Par souci de temps, je ne m'étalerai pas sur Meg et Beth, même si tout pour moi se résume à cette réplique de Meg. Just because my dream is different than yours doesn't mean it's not worth it. Joe March est l'incarnation de la héroïne qui ne s'excuse pas d'exister et qui veut aller jusqu'au bout de ses rêves, quoi qu'il en coûte. Amy, qui était par le passé souvent interprétée comme une enfant jamais vraiment devenue adulte, très caricaturale et puis souvent capricieuse, est ici une femme qui veut être parfaite ou rien, et qui sait la réalité de son monde. Elle sait que « the world is hard on ambitious girls » et sait entendre les arguments de sa grande-tante. Bien plus pragmatique que Joe, elle est son versant réaliste. Là où Joe fuit à New York pour réaliser son rêve d'être autrice, Amy se résigne sur le fait qu'elle ne sera jamais l'artiste parfaite qu'elle aurait voulu être et décide qu'elle doit se marier avec quelqu'un de riche pour vivre la vie qu'elle souhaite vivre. Elle explique dans sa longue tirade face à Laurie que le mariage est une transaction économique comme n'importe quelle autre et que ne pas accepter cette vérité ne lui rendra aucun service dans sa condition de femme. Amy et Joe March veulent les mêmes choses. Elles veulent être géniales, au sens vraiment génie du terme, mais elles ont différentes approches de la meilleure manière d'y arriver. Cette tirade a d'ailleurs été écrite 10 minutes avant d'être tournée, Greta Gerwig ayant décidé de l'ajouter après une longue discussion avec Meryl Streep, qui joue la fameuse grande-tante. On voit ici toute l'influence scénaristique des années de travail avec son compagnon Noah Baumbach. Gerwig sait maîtriser à la virgule près ses dialogues au scénario, mais sait aussi s'affranchir et se construire sa propre identité de scénariste en laissant la place à des ajouts de dernière minute comme ici. Greta Gerwig écrit les femmes ni comme des femmes clichés entre gros guillemets, comme on a pu les écrire par le passé, ni comme des femmes-hommes, des femmes masculines, encore une fois dans un énorme cliché, on sent tomber dans l'écueil justement de ce cliché, c'est-à-dire sans pathos, froides, parfois même frigides. Greta Gerwig écrit les femmes comme ce qu'elles sont, plurielles, pas un modèle unique, différentes, diverses, géniales, nulles parfois, imparfaites, vraies, pas forcément sympathique. Le jeu de Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen et Emma Watson ajoute de la couleur aux images du film. Elles sont merveilleuses, je ne saurais pas les décrire autrement. La relation entre sœurs est si bien représentée que lorsqu'Amy commet la faute quasi impardonnable de brûler le livre de sa sœur par simple vengeance pour une sortie interdite, on ressent jusque dans nos tripes la haine de Joe. Quand elles se réconcilient, on sait bien que cela n'est possible que parce qu'elles sont sœurs, et on y croit. Amy, Joe, Meg et Beth March sont la personnification de la sororité et elles sont géniales. Laura Dern en mère bienveillante qui se dévoile peu à peu et Meryl Streep en grande tante aigrie mais réaliste complètent ce casting incroyable. Puis même du côté des garçons, Timothée Chalamet et Louis Garrel sont de jolies additions à cette charmante bande familiale. Je ne savais pas exactement comment je voulais parler de Little Women en commençant à écrire cette vidéo. Je savais juste que je voulais parler d'écriture, de Greta Gerwig et de réalisatrice. Je ne sais d'ailleurs toujours pas comment je vais la conclure. Je sais juste que ce film existe dans un petit coin de ma tête qui l'habite en permanence, qu'il a remué pas mal de choses en moi. Je vous laisserai donc
faute de savoir moi-même comment conclure, avec cette tirade qui m'a fait l'effet d'une claque, même si je n'aime pas utiliser cette expression pour parler d'un film, et qui m'a juste retournée quand j'étais au cinéma et qui a fait que je suis retournée voir le film une deuxième puis une troisième fois en salle. I just feel like women, they have minds and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve comme d'habitude sur Instagram tous les jours et puis même de manière générale ici le plus souvent possible. J'espère que cette vidéo surtout vous aura donné envie d'aller voir les films de Greta Gerwig, Little Women, Lady Bird, ou même de les revoir. Et elle a fait d'autres collaborations où elle a coécrit pas mal de films avec Noah Baumbach, notamment je vous conseille Frances Ha et Mistress America. Elle joue aussi dedans, ils sont géniaux. Moi je vous retrouve vraiment le plus vite possible, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien, que vous êtes en bonne santé. Je vais rester chez vous et on va y arriver. Le 11 mai on espère, on sera dehors. Et voilà, je vous embrasse fort de loin avec les gestes barrières et je vous dis à la prochaine fois.